Ça fait effectivement depuis un peu plus de 20 ans que je travaille sur les domaines de la prévention, et les méthodes d'impact des évaluations, elles ont quand même beaucoup évolué. Quand je suis arrivé, on était très fréquemment sur une logique de on mesure comment est-ce qu'on évite l'accident. Il y a un accident, on essaye d'éviter l'accident et on essaye de mesurer potentiellement qu'est-ce que ça peut faire gagner ou qu'est-ce que ça fait éviter comme coût l'évitement de cet accident. Donc on était vraiment sur une vision, grâce à la prévention, où vous évitez potentiellement des coûts demain. Donc c'est une vision assez négative de l'impact de la prévention. Et petit à petit, on l'a vu évoluer vers qu'est-ce que potentiellement ça peut vous rapporter demain, et donc la prévention plutôt comme étant création de valeur que la prévention comme étant potentiellement éviter de perdre quelque chose demain. Comment on mesure les impacts au travers des indicateurs d'absentéisme? Aujourd'hui, c'est très binaire, je dirais, et très centré sur des actions individuelles. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus facile de mesurer un impact sur une personne qui est en situation d'arrêt, sur lequel on fait un accompagnement. Elle a repris, elle n'a pas repris, les évaluations sont assez simples à faire et assez binaires. Plus compliqué sur des actions collectives, de mesurer quels sont les impacts en termes d'absentéisme sur des actions collectives. Aujourd'hui, donc les actions ou les études que vous allez voir passer dans la littérature vont très souvent être centrées sur des actions individuelles. Alors, des exemples de mesures d'impact sur des actions individuelles, alors oui, on peut en citer plusieurs de notre retour d'expérience. J'en ai deux en tête. Si on prend des situations de reclassement, par exemple, une personne qui est en situation de restriction d'aptitude, qui est en arrêt et pour lequel il faut prévoir un aménagement de poste ou un reclassement, aujourd'hui on est capable de mesurer, lorsqu'on a fait cet aménagement de poste ou ce reclassement, de regarder quelle est l'efficacité de ce reclassement. Donc c'est très simple, très binaire comme je vous le disais juste avant. L'agent a repris ou pas repris. Alors nous on s'est mis un critère de regarder un an après comment s'est comporté l'agent en termes d'absence, et s'il a eu moins de 15 jours d'absence pendant toute l'année passée, on va considérer que le reclassement est une réussite, ou l'aménagement de poste est une réussite. Et donc aujourd'hui on mesure que dans 63% des cas on a cette réussite. On fait la même chose sur des programmes de soutien psychologique individuel, où là aussi on va accompagner des agents sur du soutien psy pour des personnes qui sont en situation d'arrêt fréquent ou d'arrêt long. Même principe, on regarde à l'issue de ce type de programme, est-ce que l'agent a répercuté le même typologie d'arrêt avant et après. Donc là aussi, à une échelle de 1 an, on regarde comment s'est comporté l'agent en termes d'arrêt, et là aussi on mesure 60 à 65% d'efficacité de ce type de programme. Effectivement, mesurer les impacts sur de l'absence, ça a une limitation parce qu'on est forcément sur de la posteriori. Et donc il y a deux types de limitations à ça. La première, je fais écho à l'étude que vous avez pu lire certainement auparavant, qui est qu'on a un vieillissement de la population et on a des arrêts qui sont de plus en plus longs, et donc des reclassements qui sont de plus en plus difficiles. Donc si on s'attache à faire de la prévention uniquement sur de la posteriori, ça va vite atteindre ses limites. Et puis la deuxième des limites, c'est il faut pouvoir faire de la prévention par anticipation, mais c'est comment on mesure l'efficacité de cette prévention, et comment on prouve, et c'est le drame du préventeur, comment on prouve que finalement s'il ne s'est rien passé, c'est parce qu'on a bien agi. Et donc c'est tout le sujet des mesures d'impact par anticipation, c'est comment est-ce qu'on valorise différemment, et pas simplement sur le constat d'un retour à l'emploi ou le constat d'une baisse de l'absentéisme. Quels sont les autres indicateurs qu'on peut pouvoir trouver qui permettent de valoriser nos actions de prévention. Et donc c'est passé d'une culture finalement à on regarde ce qui s'est passé et puis on mesure ce qui s'est passé, à une culture de on voit la prévention comme étant quelque chose qui peut potentiellement nous faire gagner de l'argent demain. Et donc pour ça, il faut qu'on soit en capacité
de faire un écart entre comment ça se passe avant et comment ça se passe après l'action de prévention. Et on peut le mesurer selon deux angles. Il y a un angle bien sûr conditions de travail, en quoi l'amélioration des conditions de travail elle est mesurable. Ça peut être par des questionnaires de ressenti, ça peut être par l'investigation auprès des personnels concernés, mais aussi en quoi finalement ça a pu nous faire gagner de l'argent en termes de baisse de temps de production, en termes de baisse de flux d'énergie, en termes d'économie de matériel, etc., etc., etc. Et ça, c'est une vraie culture à instaurer dans les collectivités territoriales, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément la culture de l'indicateur au quotidien, de l'indicateur d'activité. Et donc, mesurer après ce qui s'est passé avant, si on n'avait pas l'indicateur, ça peut être une complication. Et je renverrai à une excellente étude qu'a pu faire l'OPP-BTP, qui a fait une étude dans son domaine d'expertise, travaux publics, mais qui justement a regardé comment on pouvait mesurer la réussite d'une action de prévention en regardant comment est-ce qu'on faisait le travail avant et comment on fait le travail après. Et sur ces deux plans, et ils ont pu mesurer des choses assez remarquables. Alors des exemples qui illustrent l'approche, et notamment l'approche de l'OPP-BTP, alors c'est des exemples bien sûr qui sont issus du monde des bâtiments et travaux publics, mais les deux exemples que je vais vous citer s'adaptent complètement aux collectivités territoriales. Donc à chaque fois le principe, c'est on mesure un gain en termes de prévention, est-ce qu'il y a une amélioration des conditions de travail avant et après, et on mesure un gain financier en regardant est-ce que on a fait des économies par rapport à la façon dont on faisait le travail avant et la façon dont on faisait le travail après. Donc le premier exemple que l'on peut citer, c'est la formation et la signalisation temporaire de chantier, où les pratiques avant, c'était finalement assez peu de chantiers qui se faisaient avec des routes barrées. Et donc beaucoup de temps à réguler la circulation. Et après la formation, beaucoup plus de chantiers qui se faisaient sur des routes barrées avec les éléments pour convaincre, je dirais, les pouvoirs publics qui prenaient les arrêtés de fermeture des routes avec des précisions beaucoup plus importantes qui étaient données sur la façon dont ils allaient signaler, la durée du chantier, etc. Donc, qu'est-ce qu'ils mesurent comme gain? Alors, premièrement, un gain de sécurité, bien sûr, parce que sur route barrée, c'est quand même des risques d'accident beaucoup plus faibles par rapport à des routes non barrées. Et puis, en termes de gains financiers, tout simplement des chantiers qui se font beaucoup plus rapidement, parce qu'on va forcément travailler beaucoup plus rapidement sur route barrée que sur route non barrée, donc plus de chantiers potentiellement faits. Et donc au final, par rapport au coût de la formation, cette entreprise elle a mesuré un ROI aux alentours de 12,90, c'est-à-dire 1 € investi, 12,90 € de récupérer. Le deuxième exemple que l'on peut citer, c'est sur des électriciens qui font du travail en hauteur, qui utilisaient jusque-là des escabeaux plus ou moins lourds, plus ou moins accessibles, plus ou moins maniables, et donc plus ou moins utilisés de fait, par rapport à suite à l'action, l'achat de plateformes individuelles transportables, roulables, où en fait ces plateformes, grosso modo, elles étaient finalement plus légères, plus facilement pliables, plus maniables et plus facilement utilisables, donc de fait utilisées. Et puis moins cher à l'achat que les anciens escabeaux. Donc au final, ils ont mesuré un gain qui est beaucoup moins important que celui que je vous ai montré avant, mais qui est aux alentours de 2, un petit peu moins de 2 en ROI, donc c'est-à-dire 1 € investi, 2 € gagnés. Donc tout ça pour dire, des exemples, on peut en citer plein, et puis l'exemple ne se prête qu'à l'entreprise forcément dans lequel ça a été mis en place, mais que la prévention, avant d'être en plus, plutôt que d'être un gain pour le confort et les conditions de travail des salariés et des agents, c'est aussi un investissement financier et qui rapporte à long terme. Et même dans les exemples que vous pourrez retrouver sur cette excellente étude que je vous invite à aller voir sur le site de l'OPP-BTP, même sur des exemples où les ROI sont moins évidents, où on va avoir des ROI aux alentours de 0,90 ou de 1, au final, on peut se dire que l'entreprise elle a investi 1, elle a fait gagner de la prévention à ses salariés et elle n'a rien perdu puisqu'elle est sur un ROI de 1.
Si on cumule toutes ces études, hein, l'OPPBTP nous dit en fait qu'on a, si on cumule tous ces cas pratiques, on a un ROI de 2,16, donc c'est-à-dire 1 euro investi, 2 euros, un peu plus de 2 euros remportés, et un payback de 1,5, c'est-à-dire qu'au bout d'1 an et demi, eh bien, l'entreprise retrouvait ses petits. Alors oui, c'est forcément un petit peu utopique de réfléchir à quel pourrait être un futur possible en termes d'absence, en termes de prévention. Néanmoins, on a quand même quelques données qu'on est capable de manipuler et aujourd'hui on acquiert de la connaissance sur le sujet. Alors, si on croise un certain nombre de données, comme par exemple ce qu'on a pu vous présenter sur l'âge, l'évolution de l'âge, l'évolution des effectifs, l'évolution des départs à la retraite, l'évolution, voilà, si on prend ces données, on comprend d'autres types de données aussi que l'on connaît sur les inaptitudes, enfin à partir de combien de temps une inaptitude se déclenche par rapport à un type de métier, par rapport à une ancienneté, par rapport à un âge. Si on cumule un petit peu ces données, on doit pouvoir dire, notamment à l'échelle d'un service, eh bien attention, vous, dans 5 ans, vous risquez d'avoir des grosses problématiques de restriction d'aptitude ou de reclassement ou de personnes inaptes. Eh bien, c'est peut-être maintenant qu'il faut agir et agir plutôt sur des projets de transformation, sur des projets de conception des postes, sur des ménagements de postes, etc. Parce que peut-être que dans 5 ans, ça sera trop tard, vous serez dans une situation de reclassement avec toutes les complexités que l'on peut connaître. Et puis à côté de ça, on peut dire à un autre service, attention, c'est dans 1 an que ça va arriver potentiellement, donc c'est maintenant qu'il faut agir avec d'autres types d'actions. Donc oui, c'est utopique pour répondre à la question initiale, mais on a quand même des indices qui nous permettent de flécher un petit peu quelles sont les actions de prévention qui peuvent être pertinentes pour un futur possible.